Je voudrais vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui et surtout pour ce rendez-vous qui nous réunit. Je voudrais donc vous prier très respectueusement de recevoir M. Gaston Zossou, s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever. Voilà, nous allons nous lever et l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Bien, vous pouvez vous rasseoir. Aujourd'hui, je me permets de vous tutoyer ou de vous voyer, je préfère. Vous aimez qu'on vous tutoie, je ne ferai pas ça du tout aujourd'hui. Je vais vous voyer parce que pour nous, vous êtes une icône. Vous n'avez même pas voulu qu'on fasse une biographie de vous. Ça vous ressemble. Autrement, je passerai toute la matinée à parler de vous et de vous. Mais tous ceux qui sont ici savent qui vous êtes. Et certainement, dans le développement du thème d'aujourd'hui, vous allez démontrer encore une fois toute votre dimension. Monsieur Zossou, merci de nous faire profiter de votre savoir et de votre savoir-faire. Mais pour que vous soyez là aujourd'hui, il a fallu également un homme pour vous inviter, pour vous appeler. Il s'est présenté à nous comme étant votre neveu. Nous savions, et ça nous permet de confirmer les liens de famille qui entre vous, parce que rien qu'à vous regarder, on a énormément de traits de ressemblance. Lui, c'est Steve Fassia, c'est également une autre icône du métier de la parole. C'est grâce à lui que nous sommes ici, c'est lui qui nous a réunis ici, c'est lui qui crée cet événement qu'on appelle les voix de l'influence. Monsieur Fassia, directeur général de Altitude Production, je voudrais l'inviter respectueusement à prendre la parole pour planter le décor. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Steve Fassia, merci de prendre la parole ici. Chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers tous, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce matin, parce que je suis convaincu que nous allons vivre ensemble un moment historique. L'histoire va s'écrire à sa façon, parce que, comme l'a dit donc l'âme, la personnalité de M. Gaston Zossou, devant nous, pour nous briefer, pour nous donner de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, est pour moi inédit. Et je dis, nous n'allons pas bouder, vous n'allez pas bouder votre plaisir. J'ai même pensé que non seulement vous allez l'écouter, après il faut l'essorer, il faut l'épuiser par vos questions, par votre curiosité, parce que ce moment, il est unique. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être passé à cette masterclass. Et je voudrais remercier toutes les structures qui sont là, qui ont envoyé donc leurs collaborateurs. Je tiens vraiment à vous remercier. Très bon moment à vous. Merci beaucoup. Merci Steve Fassia, directeur général de Altitude Production, pour ces mots introductifs. Alors, mesdames et messieurs, ce rendez-vous, comme il l'a dit, reste pour nous un rendez-vous historique. Il s'agit de parler de leadership commercial, piloter, motiver et faire performer les équipes vers l'excellence. C'est le thème principal qui a été retenu pour ces échanges. Je sais que dans le public, il y a d'éminentes personnalités du monde commercial et je voudrais pouvoir compter sur vous pour attiser, aiguiser votre curiosité, poser l'essentiel des questions, parce que juste celui qui est devant vous est quelqu'un qui aime parler, qui aime expliquer. Il est une personnalité. C'est vrai que quand je fouille, je vois son parcours, je vois qu'il est enseignant. Vous comprenez donc pourquoi il aime le public, pourquoi il aime s'exprimer. Il est aussi écrivain. Il a produit beaucoup d'œuvres littéraires. Le thème qui nous réunit est clair, précis, concis. Je vais prier M. Zossou
de nous faire maintenant l'amitié, l'honneur de prendre la parole pour commencer son speech. À vous, chers amis, je voudrais demander une attention particulière. C'est important parce que la suite de nos échanges dépendra justement de votre niveau de curiosité. Monsieur Zossou, merci de venir à ce pupitre prendre la parole, votre sport national. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur, grand honneur. Nous allons parler de leadership. Et quand nous allons parler de leadership, on sera amené à parler d'influence de personnes sur personnes, d'influence de personnes sur groupe. On parlera de l'usage qu'on pourrait faire de la parole. On pourra aussi parler de ce qu'on peut faire de son esprit et de l'esprit de l'autre. Il y a de bonnes années, j'ai rencontré, je me suis comme lié d'amitié avec un jeune homme du grand nord du Niger. Il m'a rendu visite chez moi à Bedokor et je le raccompagnais. On marchait dans la rue et puis il me dit, les grands frères, et puis les grands frères ont dit, et puis les grands frères ont fait. J'ai dit, ben, Mohamed, c'est qui les grands frères? C'est quoi les grands frères? Et lui qui marchait s'est arrêté, s'est presque extasié, il a ouvert les bras. Il dit les grands frères. Quand la force de feu de l'ennemi était supérieure à la nôtre, le grand frère se tenait debout face à la Jeep et nous comptait. Mohamed, Awali, Bukhari, Gafar. Il nous comptait quand nous entendions le nombre de 21 que nous étions, moins les 3 qui sont morts. Le grand frère se redressait, tirait quelques coups de feu et montait en dernier. Le leader, c'est celui qui se sécurise en dernier. C'est celui qui est premier face au danger et dernier face à la jouissance. Le leadership, c'est cela. Quand ses copains et suiveurs lui ont demandé, parce qu'il avait certainement des ambitions, qui est le plus grand, qui sera assis à ta droite? Il a dit, ce sera celui qui va servir les autres. Ce sera celui qui va servir les autres. Et lui-même, Christ, Jésus de Nazareth, a lavé les pieds à ses disciples. Alors, le leadership à 3 niveaux. On va y faire attention parce que je vais y revenir. 3 niveaux, mais on peut détailler et aller un peu plus loin. Il y a le leadership que vous avez parce qu'on vous a nommé. Il y a une décision, une note de service ou même un décret présidentiel qui fait de vous le patron. La troupe obéit parce qu'elle doit obéir. Elle est tenue d'obéir. C'est l'ABC du leadership. Il n'y a aucun mérite à être ce leader-là. En tout cas, c'est le tout premier pas. Il est utile, il est bon, il n'a rien de répréhensible, mais croyez-moi, chers amis, ce n'est pas le titre qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore le titre. Donc le leadership basique, primitif, c'est celui qui donne des ordres parce qu'on doit lui obéir. On lui obéit par devoir. Le point suivant, c'est celui qui parvient à se faire obéir parce que les personnes veulent bien lui obéir. C'est le deuxième niveau. Chacun va essayer de sa position de déterminer dans sa tête à quel niveau il se situe aujourd'hui dans son travail. Est-ce qu'on lui obéit juste parce qu'il a le titre de chef ou est-ce qu'on lui obéit parce qu'il y a un plaisir, une volonté à lui obéir? Ce sera donc un leadership de deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est celui auprès de qui on prend des ordres parce qu'il a donné quelques preuves dans son travail, dans la vie. Il a eu des réalisations que vous avez vues. Vous croyez en lui pour ses performances. Ce que les Anglais appellent personal achievement, ce qu'il a pu faire. Le troisième niveau, c'est celui vis-à-vis de qui vous avez une dette de reconnaissance.
parce qu'il a posé des actes pour vous bonifier, pour vous élever dans vos qualités, dans votre efficacité, dans votre propre performance. Et cette dette, vous la payez d'une certaine manière en lui obéissant. Le dernier niveau, qui est le plus élevé, c'est le leader à qui on obéit parce qu'on le respecte, parce qu'on le vénère presque, et qu'il est en mesure de fabriquer d'autres leaders. Alors ma première question, mon ami Mohamed, celui qu'il a appelé le grand frère, qui se tient près de la Jeep et compte la troupe. Et décompte bien sûr ceux qui sont tombés et qu'il n'est pas nécessaire de transporter. Et il monte en dernier, après avoir donné quelques coups de feu. Il est de quel niveau? Premier niveau, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? On va juste y réfléchir. Il n'est pas nécessaire de répondre. Comme chacun va réfléchir par rapport à son travail et au rôle qu'il joue aujourd'hui, à quel niveau il se situe dans le leadership. Croyez-moi, c'est ma conviction intime, il n'y a pas de leadership sans communication. Il n'y a pas de leadership sans prise de parole. Il n'y a pas de leadership sans vision. La parole habille la vision, l'étoffe, et en fait des choses que l'on peut marketer auprès des autres, auprès des équipes. La parole est capitale. D'abord, pour parler et parler efficacement, il me semble qu'il faut être sûr de soi. Il faut travailler à être sûr de soi. Y aurait-il une contradiction entre être sûr de soi et avoir de l'humilité? L'humilité est une vertu, mais la confiance en soi en est une autre. Les deux semblent antinomiques, mais dans le fond, les deux sont des vertus. Il faut les avoir toutes deux. L'humilité est un beau vêtement pour rassurer l'autre, pour être sincèrement avec l'autre. Mais celui qui ne croit pas en lui de façon absolue, de votre point de vue, est un handicapé. Si vous doutez de vos qualités, si vous doutez de vos capacités, vous ne le ferez pas. Je vais prendre un petit risque en racontant une histoire que j'ai vécue. Il y a quelques années, une trentaine d'années, j'ai passé la quarantaine. Histoire personnelle, réelle, où je me permettrai de citer le nom d'une personne qui n'est pas ici et qui n'est plus d'ailleurs de ce monde. J'étais en entreprise agricole, je produis des ananas à l'exportation. L'ORTB, ce qui était l'ORTB, avait dû prendre mon image sur ma plantation dans les brousses de zè de Zinvier. Ils m'ont pris en image et je parlais. Je parlais de mon travail, je parlais des enjeux de l'agriculture et de l'exportation, et je parlais de la transformation des produits alimentaires à l'exportation ou pour la consommation locale. Et un soir, quelque part vers 20h, l'émission passait, et à la télévision, il y avait un certain Mathieu Kérékou, président de la République, de regrettée mémoire. Il était en compagnie de notre aîné, Gratien Poyon. Il dit, c'est qui ce jeune homme? C'est avant le ravage du temps. Il avait encore beaucoup de cheveux. C'est qui ce jeune homme? Ah oui, je le connais, il est de telle famille, faites-le moi venir. Juste pour m'avoir vu à la télé. Je me suis porté à son bureau et il me fait recruter immédiatement comme conseiller technique à lui, du président de la République. Au bout de 9 mois, le bruit s'intensifiait dans le pays que j'allais être fait ministre. Ah oui, c'est pas un problème ça. Et le bruit s'intensifiait. Mais alors vraiment fortement. Au point où j'ai éprouvé le besoin de demander autour de moi, à mes parents et à un ami, si une telle opportunité m'était offerte, qu'est-ce que je demande au président de la République? Et ils se sont entendus pour me dire ministre de la Culture et de la Communication et porte-parole du gouvernement. Et effectivement, un jour, j'étais au bureau, c'était un conseil de l'entente. Je crois que j'ai fait un tour. Et je revenais quand
mes assistants de l'État me faisaient signe de continuer sur la présidence, que je suis attendu là-bas. Je dis, ah, c'est peut-être cette affaire. J'arrive à la présidence, non pas comme collaborateur, mais comme hôte. Donc j'ai été reçu dans la salle d'audience du président de la République. La porte, elle est grande, elle est haute. Le garde ouvre la porte, j'entre, et le président, à 10 mètres de moi, s'est déployé et a tendu la main. Et moi, je courais le risque de laisser la main présidentielle poireauter. J'ai dû hâter les pas pour me soulager de cette mauvaise conscience. Il me dit, asseyez-vous. Je me suis assis dans un coin de divan et lui sur son trône de souverain. Il me pose la question, vous voulez occuper quelle position au gouvernement? Il est sorti de façon automatique, ce que j'ai convenu avec les miens. Il dit, mais comment le travail va se faire? Je me mets à lui dire beaucoup de théories, de choses que je connaissais à peine. Il était assis, calme, placide, les yeux mi-clos, et tenait sa baguette qu'il caressait. C'était comme s'il ne m'écoutait pas. Et je lui ai dit, sur l'honneur, Monsieur le Président, il vous est impossible de trouver ici au Bénin quelqu'un pour faire ce job comme moi. C'est impossible. Je dis, j'ai une forte émotion en ce moment. Je lui ai dit comme ça. Et il s'est levé. Pour que ce soit clair dans votre tête, il s'est levé sur ses deux jambes. Et il a fait un rire sonore. Un rire sonore, pas face à moi. Il était comme, disons, de quart. Comme s'il défiait d'autres entités. Et le soir à 20h, mon téléphone s'est mis à sonner, disons, tout le temps. C'était pour dire, voilà. Quelle leçon moi je tire? Tant que j'étais en théorie et que je lui parlais de public reportage, tant que je disais des choses qui étaient à peine claires dans mon esprit, il s'accordait le droit d'être indifférent. Mais quand l'esprit est descendu et que j'ai prophétisé sur moi-même, j'ai dit que c'est moi qui peux le faire et que c'est moi seul qui peux le faire, j'ai touché son pathos. J'ai quitté la raison pour l'émotion. Il ne pouvait que m'honorer du titre. Comme je ne sais pas m'arrêter, au premier conseil des ministres, on devait normalement être un peu tremblant, un peu hésitant, il nous a demandé, nous étions 3 nouveaux venus, de prendre la parole pour, c'était presque un rituel, quoi. Dites quelque chose. Les autres ont parlé avant moi. Et moi, j'ai dit en substance, attention, il faut qu'on place la chose dans son contexte. Monsieur était en fin de mandat, le président, et voulait renouveler son mandat. Et voulait une grande gueule pour faire reculer l'opposition politique. Tout au moins pour la faire douter. Je lui ai dit, devant les autres, devant mes pères les ministres, donc les anciens, ceux qui étaient là avant moi, et les 2 nouveaux venus avec moi, Monsieur le Président, il y a une chose qui est certaine, après une tirade que j'ai faite, c'était une conclusion, une chute. Si au bout de 3 mois, l'opposition politique ne se réunit pas à mon sujet, je reviens vous remettre votre tablier. Là encore, j'ai prophétisé. Assurance totale. Pourtant, je ne suis pas orgueilleux. Mais il y a simplement que je pense qu'il y a une toute puissance, chacun l'appelle de son nom, avec qui on peut entrer en alliance ponctuelle ou soutenue. Et quand vous dites avec assurance, ça devient la vérité, simplement la vérité. Mais il me semble aussi qu'il ne faut pas parler de façon irresponsable. Il faut comme avoir pris quelques garanties sur sa vie antérieure. Il faut s'être bonifié, il faut avoir été glouton de connaissances, il faut avoir été curieux, il faut avoir écouté les plus brillants, il faut avoir des passions. On n'est pas venu ici pour se reposer. On est venu ici servir et foutre le camp. Il faut le faire à fond. J'ai parlé de vision. Il est écrit quelque part, mon peuple a péri faute de vision. Il faut avoir de la vision. Le leader doit avoir de la vision. Et la vision doit être en décalage franc avec l'état des lieux.
La vision que vous apportez en tant que leader doit être en décalage par rapport à l'état des lieux. Si votre vision, c'est ce qui se faisait déjà, ce n'est pas une vision. La vision doit être audacieuse et s'affranchir du statu quo. Elle doit même dédaigner le statu quo. Les vrais chefs décrètent qu'il y a un problème. C'est le premier degré. Et puis ils décrètent que c'est eux qui peuvent régler le problème. C'est le deuxième degré. On se le dit, on en fait une vérité. Certaines personnes disent que la confiance en soi est une déclinaison au niveau de l'individu de la confiance en Dieu. C'est pour les croyants. On pourrait bien être croyant. La confiance en soi est une déclinaison au niveau personnel et individuel de la confiance en Dieu. Si vous y croyez, le sort vous amènera à faire toute la préparation nécessaire pour y parvenir. On a parlé du niveau de leadership et j'ai demandé il y a quelques instants où est-ce que chacun se situe ou croit se situer par rapport aux différents niveaux de leadership. Est-ce que quelqu'un ou quelques personnes ici éprouvent déjà le besoin de me dire, premièrement, les grands frères a été à quel niveau de leadership? Et ensuite, chacun pourrait, dans son cœur, se demander où est-ce que je me situe. Est-ce que les autres m'obéissent juste parce que j'ai manœuvré pour avoir le titre, ou que généreusement j'ai eu le titre, ou que par hasard j'ai eu le titre? Est-ce que les autres obéissent parce que il est agréable d'obéir quand c'est moi? Est-ce que les autres obéissent parce qu'ils ont comme une dette de reconnaissance vis-à-vis de moi pour ce que j'ai fait pour les améliorer? Est-ce que les autres obéissent parce qu'ils m'admirent et me portent haut dans leur estime? Mais il y a une chose qui est certaine. Les gens vous obéiront plus facilement parce qu'ils ont peur de chuter dans votre estime que parce qu'ils ont peur d'être punis par vous. Je vais le dire une deuxième fois. Les gens vous obéiront plus facilement parce qu'ils ont peur de chuter dans votre estime, de perdre l'amitié que vous avez pour eux, que parce qu'ils ont peur d'être punis par vous. Parce que les humains sont des humains, pas des esclaves. Il y a dans chacun beaucoup de fierté, beaucoup d'estime de soi, en général. Et les personnes veulent que cela soit reconnu et respecté. Et quand vous faites le premier pas de l'esprit, en donnant de la valeur à l'autre, il se sent contraint d'être à la hauteur du bon nom dont vous l'avez appelé. Je vais descendre en gravité en donnant des exemples ordinaires, des choses très ordinaires et qui pourraient concerner de très près les jeunes personnes que vous êtes, qui pour la plupart sont en ménage. L'épouse qui surveille son conjoint et qui joue FBI ou CIA à la maison sur le téléphone de l'autre, et c'est elle qui sait attraper les gens. À force de l'attraper, vous l'amenez à valider son statut d'homme infidèle. Elle me connaît déjà, elle sait que c'est ce que je suis. Mais si vous faites semblant de ne pas voir ce que vous pourriez ne pas voir, et que vous lui laissez dans l'esprit qu'il est plutôt droit comme une aiguille, il va se dire, ah, est-ce que moi je vais prendre le risque de descendre de cette seigneurie? La paix du monde et l'efficacité ne reposent pas sur la vérité pure tout le temps. C'est la meilleure présentation de la vérité. Et toute la communication dans la vie, ce n'est pas la vérité, c'est la présentation de la vérité qui arrange votre cause du moment, encore que les causes peuvent changer. Et cela est particulièrement vrai dans les affaires, dans le commerce.
Quand vous avez quelqu'un devant vous pour négocier, essayez de tirer au clair ce que lui il veut, ses intérêts, que ce soit aussi clair dans votre esprit que vos intérêts à vous. Et vous serez un excellent négociateur. Personne n'est venu se suicider. Si vous pouvez deviner ce que l'autre veut avec assurance, vous saurez l'y conduire. Et c'est valable aussi pour les groupes. Nous allons faire un peu de théorie sur la prise de parole. Les personnes bien avant nous, depuis la Grèce antique, en matière de prise de parole pour agir sur les autres, on parlait de pathos et de logos. Pathos, c'est l'émotivité. Le logos, c'est le mental, c'est le raisonnement, c'est la conduite dialectique du raisonnement. Et ils estiment que la parole efficace est un dosage efficace des deux. Raisonnement, émotion. Je vais m'expliquer. Quand vous parlez à une personne, et vous faites rien que dans le raisonnement, dans le 1 plus 1 égale 2, vous sollicitez toute son intelligence rationnelle. Mais si vous l'accompagnez dans une situation où, pour être ému, vous le mettez dans un état où il baisse la garde intellectuelle et puis avancer avec vous. Il me semble que je ne suis pas sur ce point compris. C'est exactement la situation du forgeron qui veut marteler un bout de fer pour en faire un coupe-coupe. Quand le bout de fer il est froid, ça ne prendra pas la forme qu'il veut. Mais s'il le passe au feu, et ça devient rouge là, quand il frappe là, ça va bouger. Celui qui n'a aucune émotion, veille et est raide. Celui qui a de l'émotion ne sait plus où il en est, on peut le conduire éventuellement là où on veut. Et attention, on ne manipule pas les autres. C'est pour des raisons morales. Les personnes qui sont efficaces en matière de prise de parole, parce que moi je les ai beaucoup écoutées sur de longues années, il ne faut jamais dans la rationalité pure. Ils passent toujours dans l'émotion. C'est pour faire baisser la garde intellectuelle et entrer dans la maison de l'autre. Et on n'entre pas dans la maison de l'autre orgueilleusement. On n'entre pas dans la maison de l'autre, les bras écartés du corps, le tronc bombé. On se met en biais, on se fait comme petit. Une fois entré, on peut se déployer et avoir atteint sa cause à soi. Du moment où j'ai l'assurance que je suis face à des personnes qui m'écoutent et qui me renvoient des regards, j'éprouve le besoin de vous laisser la parole pour que vous me conduisiez où vous voulez me conduire moi. Merci beaucoup. Merci. Bien. Vous l'avez compris, M. Zossou a juste fait une introduction, en réalité. C'était des propos liminaires. J'ai eu raison de ne pas aller dans trop de détails par rapport à sa présentation. Mais vous l'avez compris, il a été ministre du gouvernement général Mathieu Kérékou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. N'oubliez pas les grands rendez-vous de presse qu'il avait après chaque conseil des ministres. Et dans sa présentation, vous avez également compris qu'il est un producteur. Donc, M. Zossou, multidimensionnel, il a tout fait. Je ne sais pas s'il reste quelque chose que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Bien. Maintenant, nous allons lui poser quelques questions. Merci, M. Gaston Zossou. Moi, c'est Romaric Villon, je suis entrepreneur. Et j'ai pris du plaisir à suivre vos mots introductifs. Et d'abord, moi, je voudrais... Vous nous aviez dit que pour vous, vous adorez le leadership qui permet d'obéir de façon agréable. Et je voudrais savoir, entre le leadership nominatif, où on sait que les subalternes sont obligés d'accorder de l'obéissance à leurs supérieurs, et vous, votre leadership,
Ce n'est pas parce que vous êtes en position d'entrepreneur, ce n'est pas parce que vous êtes en position de recruteur que vous voyez que c'est agréable d'obéir. Parce que entre l'employé, selon moi, entre l'employé et l'employeur, il y a une différence. Parmi les employés, cette obéissance, c'est tout autre. Maintenant, concernant l'employeur qui se voit suprême, à la tête de son équipe, forcément sa façon d'avoir une vue sur ses dirigés sera tout autre. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre le leadership nominatif, celui-là qui permet de respecter juste parce que c'est un boss, et ce leadership que vous avez, c'est agréable d'obéir, donc j'obéis. Moi, c'est Thomas Pomalé. Je suis agent commercial et chargé de compte à la Banque UBA. Ma première question va directement du côté de leadership pour obéissance, surtout obéissance au respect par rapport au poste et au titre. Je voudrais demander, M. Gaston, lorsque nous disons obéissance au respect, puisque c'est un titre qu'il a et que nous devons le respecter, nous sommes obligés de le respecter. Mais lorsque c'est entre collègues, comme mon prédécesseur vient de le dire, entre collègues, nous sommes deux commerciaux par exemple, est-ce que nous pouvons avoir le même respect entre nous, pas leadership, pas le thème de leadership là, puisque ça là aussi pose un problème. L'autre question, c'est concernant l'humilité que vous avez dit. À force d'être trop humble, est-ce que ce n'est pas possible qu'on pense qu'il est trop bête? Déjà, l'entreprise ou la communauté, disons toutes les organisations humaines, sont en général décentralisées. C'est-à-dire, quand vous êtes à un endroit X, vous n'êtes pas aux endroits Y et Z. Donc, la délégation n'est pas une faculté, c'est une obligation pour le leader, juste parce qu'il n'a pas le don d'être sur plusieurs fronts à la fois. Celui qui vous obéit, parce qu'il est tenu de le faire, le fera parce qu'on le voit, parce que vous le voyez ou que parce qu'un système le voit et en rendra compte. Celui qui obéit parce qu'il a de l'estime pour vous ou du respect pour vous, le fera même en votre absence. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire. Si nous voulons agir par nous-mêmes et par nous tout seuls, on peut éventuellement n'accorder aucune importance aux autres. Et on est parvenu à faire ériger des pyramides en donnant des coups de cravache à des esclaves. OK? Mais sous des régimes très particuliers. Mais il semble que tout le monde ici pourrait convenir de ce qu'il vaut mieux que l'homme agisse par liberté, même avec appétit, que de le voir faire contre son gré. Quand tu le fais contre son gré, il ronchonne. Il ne le fera même pas avec toute la plénitude. Les joueurs de football se sont dépassés par dévotion pour leur entraîneur. Je crois que j'ai vu il y a longtemps, quand j'étais enfant, donc vous imaginez, il y a bien longtemps, un film où les soldats étaient ensemble avec leur chef et se sont rendus compte qu'une grenade a été balancée et allait exploser. Le commandant allait se coucher sur la grenade pour prendre les balles et protéger ses troupes. C'est vrai, vous me direz qu'il n'est plus là puisqu'il est mort. Il s'est suicidé pour eux. Mais s'il était vivant ou s'il y avait des duplicata ou des entités lui ressemblant, ces entités seront ressemblants à celui-là. On obéirait passionnément. Parce qu'il a mis le prix qu'il faut pour avoir l'estime définitive et dans sa plénitude de l'équipe. Quand ça se complique, le chef se met devant. Et il s'arrange, quand la situation est bonne, de valoriser un autre et d'avoir l'air de se cacher.
C'est comme ça qu'on va loin. Et croyez-moi, ça se dit, hein, tout le monde l'a déjà entendu. Si vous voulez aller vite, 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 vous irez seul. Si vous voulez aller loin, vous prenez le temps d'amener d'autres avec vous. Parce qu'on se relaie. Vous savez, chers amis, il y a les oiseaux migrateurs. Des oiseaux qui raccordent 2 continents. Donc, qui volent pendant plusieurs jours. Et on a remarqué qu'ils volent en triangle. Vous savez qu'aucun oiseau n'a la capacité seul de raccorder 2 continents. C'est parce qu'ils sont ensemble que les premiers créent un faisceau d'air qui facilite le vol au suivant. Les choses se font en groupe, les choses se font en nombre de qualité. Maintenant, quand nous sommes nombreux, le risque des personnes fragiles s'introduisent parmi nous existe. Et le risque est d'autant plus élevé que tout est chaîne et que la force globale de la chaîne dépend de son maillon le plus faible. Donc, quand nous prêchons le groupe, le travail ensemble, le travail les uns à la suite des autres, sachant que l'essentiel n'est pas de faire votre travail, mais de faire en sorte aussi que celui qui a le même rang que vous, mais qui doit agir avant vous, fasse le sien, et que celui qui doit agir après vous fasse aussi le sien. C'est là que la chaîne est efficace. Pour revenir au sujet, miser sur le leadership, disons, positionnel, j'ai la position, vous ne ferez rien de bien grand. Vous serez peut-être le sous-traitant du pouvoir d'un autre. Je reprends. Si ce n'est que du leadership positionnel, puisque vous-même vous n'avez créé aucun compte bancaire affectif dans le cœur des gens, vous ne serez jamais le leader, vous serez le sous-traitant d'un leader qui, lui, a créé le capital estime de la troupe. Vous serez un tricheur, un parasite de ce pouvoir-là qui n'est pas le vôtre. J'espère que j'ai donné quelques explications sur le sujet. Vous savez, d'abord la vie doit être agréable. Vous savez que quand on va au boulot le matin, ou en arrivant devant l'immeuble, on doit pouvoir se dire, je rencontrerai tel copain ou tel camarade ou tel... Voilà, et ça peut donner de la joie. Il vaut mieux que ça se passe bien. Le travail ne doit pas être de l'esclavage. Il doit être agréable. Agréable à cause des bonnes interactions, agréable à cause du résultat attendu, agréable aussi pour ce que nous en attendons pour vivre et faire vivre les nôtres. Il me semble qu'il est improbable qu'on préfère le dirigisme brutal, le commandement vertical brutal, à la réflexion, au fait de faire participer les autres et de valoriser les autres. Même pour tenir nos maisons, il faut pratiquer cela. En association, il faut pratiquer cela. Il faut valoriser les autres. Il faut aller vers les autres. Et c'est là seulement que quelque chose de positif vous est retourné. Merci. Moi, à vous sûr, avec tout ce que vous venez de développer, en tout cas la décision que moi j'ai faite, c'est qui veut être un bon leader. Et un vrai leader, un bon et un vrai leader doit impérativement mettre ses pas dans les pas du Christ. À quel niveau oui. L'avez-vous compris? Merci. Oui. Notre icône a parlé de serviteur. Oui. Il a dit, en tout cas, laver les pieds. Bon, j'ai suivi un peu tout ça. Et puis, moi, j'ai retenu que, si tu suis vraiment ce que notre leader vient de dire, c'est en posant les pas dans les pas du Christ, en étant humble, qu'on ne peut vraiment évoluer. Et c'est ça, j'appelle un leadership participatif. C'est que ne pas faire le chef, mais c'est que c'est les autres qui t'entourent qui font de toi un chef. Merci. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est
c'est un peu vague, mais bien, vous allez m'excuser. J'aimerais demander à notre icône, comment fait-il pour garder non seulement sa voix, sa silhouette, cette humilité qu'on voit chaque fois. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il arrive à faire ça. D'accord. Parce qu'il y a certains que nous voyons dans ce pays, et dès qu'ils occupent certains postes, en tout cas certains rangs, beaucoup de choses changent dans leur vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons l'écouter, s'il vous plaît. Beaucoup de choses changent dans leur vie, ce qui n'est pas le cas de notre cher papa. Et il a gardé beaucoup de choses que moi, j'aimerais comprendre son secret. Merci. Ah oui. C'est aussi le leadership. Hein? Ah oui, oui, bien sûr. Je voudrais demander, lorsque vous faites tout, vous donnez le bon exemple, et vous essayez de comprendre votre interlocuteur ou vos collaborateurs, vous mettez tout en place pour qu'on puisse vous respecter, pour qu'on puisse vous reconnaître votre place de leader. Mais il y a toujours quelqu'un dedans là qui cherche vraiment à détruire tout ce que vous faites. Il a un élément, malgré tout ce que vous faites là, oui, et qui cherche à vous mettre les bâtons dans les roues. D'accord. Vous voulez savoir comment on maîtrise? Vraiment, à ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord, merci. Moi, c'est Madame Aïssi Agnès, c'est pour SECO. Je suis de la FESICAM, Bénin. Merci beaucoup. Je ne veux pas répondre dans l'ordre des questions. Hein. Je suis quasiment excité de répondre à Madame, quoi. Madame, celui dont vous parlez là, ou la personne dont vous parlez là, c'est un démon statutaire. Si. C'est sérieux. Il est venu jouer son rôle. Lui aussi, il existe avec ses traits de caractère. Il est venu pour exercer votre patience, pour que vous preniez de nouveaux muscles, pour que vous soyez un amortisseur universel, un absorbeur. Oui, je ne joue pas, hein, je suis sérieux. Il y a toujours un démon. Écoutez, celui qui me soupçonne d'être pasteur, je vais lui répondre tout à l'heure. Lui, dont on nous a dit qu'il est Dieu, il en a recruté 12. Il a trouvé le moyen de mettre Judas dedans. Le jour où, madame, vous avez la paix sur cette terre, c'est la veille de votre enterrement. Et le jour où le monde entier est d'accord pour vous applaudir, c'est que vous êtes déjà inhumé. On a besoin d'être dérangé. Les avions décollent contre le vent. L'avion décolle contre le vent, va contre le vent contraire. Le genre de cône en papier qu'on voit flotter dans les aéroports, c'est pour s'assurer que le vent est en train d'aller contre là. Et moi, je monte dessus, et j'ouvre mes ailes, et je monte dessus, et je raccorde de l'autre continent. À la limite, la paix parfois est un piège. Quand tout semble tranquille là, ça vous invite au sommeil, alors qu'il n'est pas bien qu'on dorme. Le jour où vous aurez rien que des gens parfaits avec vous, vous n'êtes plus ici, vous êtes au paradis. Si, c'est évident. Vous savez ce qu'on fait? D'abord, les gens qui ont des vices, des défauts, des personnes mauvaises, comme on le dit. Vous savez que vous avez tort, nous avons tort de les juger, et que comme le corps physique peut avoir des infirmités qu'on voit, l'esprit aussi a des infirmités, voire des morbidités. Le médisant, le jaloux, le méchant, le menteur, le sorcier, il porte une infirmité sur son esprit qui fait qu'il ne fera que ça. Je demande pardon. Si quelqu'un est franchement boiteux, tout le monde marche à peu près droit et lui il boite. Vous ne lui faites pas de procès. Vous ne dites pas, ah, tout le monde marche et lui il est en train de faire quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que vous voyez le mécanisme physique par lequel il boite. Mais celui qui est aussi méchant, c'est un état de choses immatériel qu'on appelle l'esprit
qui fait qu'il est méchant. Il y a des personnes dans les groupes, quand il y a la paix, ils sont mal à l'aise. Et ils entrent en réflexion. Pour créer le trouble. Ils entrent en réflexion sérieuse, hein. C'est-à-dire, il dit, oh, vraiment c'est trop calme, hein. Qu'est-ce que je vais... C'est vrai, nous sommes très, très, très différents. J'ai lu un auteur dernièrement qui a dit, si dans votre évolution dans la vie, vous rencontrez des gens bizarres, considérez que vous êtes collectionneur de pierres. Vous êtes collectionneur de pierres. Et vous avez trouvé une nouvelle pierre. Vous dites, ah, ça aussi, ça existe alors. Et vous la mettez dans le stock et la vie continue. Parce que celui-là, l'entité que vous décrivez là, mange votre énergie. Ce n'est pas le temps qu'il vous fait perdre. En fait, la personne est toxique. Et c'est sa vocation. Lui, il est venu ici pour ça. Vous allez tout faire pour être le moins affecté possible. Et vous allez faire une palissade autour de lui pour diminuer son impact sur le groupe. La dernière chose que je vais dire va augmenter le soupçon de mon ami qui me soupçonne d'évangélisme. Je vous assure, s'il vous dérange vraiment, il va partir de lui-même. Et si vous êtes positive, et je pense que vous l'êtes, la bonne personne va venir. Tout est quelque chose par la force de notre pensée et la constance de notre pensée. Les savants, les physiciens post-Einstein, ceux qui s'intéressent à la physique quantique, ont remarqué que les éléments subatomiques, c'est-à-dire ce qui est plus petit que les atomes, ne se manifestent que quand on les regarde. C'est-à-dire, c'est quand vous considérez la chose que la chose est. Donc, il faut surveiller sa pensée. Il ne faut jamais dire de mal de soi-même. Il ne faut jamais non plus dire de mal systématique de l'autre. On peut décrire l'autre. Mais il ne faut pas être affecté. Si vous êtes affecté, vous allez vous fatiguer. Vous allez faire des erreurs. La question m'a vraiment intéressé parce que tout le monde vit ça. Moi, je n'ai pas dit que j'ai vu ça. Tout le monde vit ça. Alors, mon ami, moi, pour dire la vérité, je suis un libre penseur. Mon intuition me commande qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelqu'un qui a mis les choses en ordre. Je ne suis honnêtement d'aucune obédience. Est-ce que parce que j'ai cité Christ, je suis en train de dire que c'est une chose bonne? Le leadership se pratique sur la vertu du groupe, pas sur les vertus du dehors. Les vertus que vous devez pratiquer sont les vertus en rapport avec ce que vous avez convenu de faire ensemble. Si vous êtes un groupe de braqueurs, vous attaquez les banques, le chef sera celui qui est le plus habile à tirer rapidement sur le policier. Si vous êtes dans un groupe de sorciers, mangeurs d'hommes, c'est celui qui, quand l'enfant est mort, va faire le ricanement le plus prolongé, qui pratique le mieux possible la vertu de la méchanceté systématique en groupe et continue. C'est lui qui va ressembler au chef. Si vous êtes vendeur de produits, le chef pourra être celui qui a conclu les gros marchés, celui qui a préservé un marché qui allait être perdu. C'est celui qui aura des personal achievements, des réalisations personnelles en rapport avec ce qui vous unit. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Donc, s'il vous plaît, le leadership dont nous sommes en train de parler ne parle d'aucune vertu particulière, ni d'aucune norme morale particulière. C'est pour l'efficacité. Mais il vaut mieux être sur les bons coups que d'être sur les mauvais coups dans la vie.